Pour nous rejoindre en studio. Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez. 187 Cube Radio. 1877-827-2346. Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Quand on prend un pari, ça implique toujours une partie de risque. Dans le cas d'Emmanuel Macron, quand on est le président français, qu'on décide de dissoudre l'Assemblée nationale presque sur un coup de tête, on dit que c'est un pari très, très risqué. Puis quand on voit qu'au premier tour, on est en train de se faire bouffer vivant, ben là, c'est un pari très, 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 très risqué, n'est-ce pas, Philippe Lorange? Absolument. Ben, d'ailleurs, justement, on est 2 jours après le premier tour des législatives en France. Donc, pourquoi on dit premier tour? Parce que, le scrutin en France n'est pas du tout le même que nous. Nous, c'est toujours à un tour au Québec et dans ce qu'on appelle les pays du Commonwealth, parce qu'on a le parlementarisme britannique. Mais en France, tout se passe à 2 tours. Et donc, au tout premier tour qui a lieu dimanche dernier, c'était le Rassemblement national, donc qui est le fameux parti de droite qui est monté à 33%. Les sondages l'annonçaient depuis plusieurs semaines, depuis même le déclenchement de l'élection. Et le nouveau Front populaire de gauche est à 28%. La coalition gouvernementale d'Emmanuel Macron est plutôt à 20%, donc assez bas dans les sondages, comme tu pouvais justement le noter. Et ce qu'on peut noter dernièrement, c'est le Parti des Républicains est à 7%. Donc, ce qu'on voit, c'est que c'est un grand affrontement entre la droite et la gauche. Donc, ici à Montréal, la plupart des Français voient des affiches qui appuient fortement le nouveau Front populaire. Mais dans la France, en fait, le parti qui est le plus haut, c'est à 33%, qui c'est le Rassemblement national. Et le taux de participation est beaucoup plus élevé que dans les dernières années. On parle de presque 67% de participation, ce qui est quand même beaucoup pour une élection comme celle-là. Ce qu'on peut noter, c'est que l'Assemblée nationale française doit élire 577 députés. Et on parle ici du débat pour... dimanche prochain, c'est le 2e tour des législatives. Et donc, le dernier tour. Et le Rassemblement national ne sait pas s'il y aura la majorité absolue. Donc, c'est un peu l'équivalent ici du gouvernement majoritaire ou du gouvernement minoritaire. Donc, avoir la majorité absolue, ça veut dire avoir la majorité des députés à l'Assemblée. Donc, à l'occurrence, il faut 289 députés. Mais les projections et les sondages... montre que c'est loin d'être gagné pour le Rassemblement national. On parle plutôt d'une majorité relative, donc l'équivalent de gouvernement minoritaire ici au Québec. Oui, puis ce qui est important aussi de saisir, là, pour ceux qui comprennent moins le système français, Emmanuel Macron, son poste à lui, individuellement, n'est pas menacé. C'est ça qui est spécial, là. C'est une élection, puis c'est une élection massive, mais... peu importe ce qui se passe, Emmanuel Macron demeure président français. Ce qui risque de changer, c'est le premier ministre ou la première ministre, par exemple, parce qu'après ça, lui pourrait être comme le président, mais son parti contrôlerait plus rien ou presque plus rien à l'intérieur de l'Assemblée nationale, ce qui serait assez spécial, merci. En effet, mais c'est pas du tout la première fois que ça arriverait dans l'histoire de la 5e République de France. On appelle ça la cohabitation. Quand un président doit cohabiter avec un gouvernement qui a des idées différentes de lui. On peut penser à François Mitterrand, qui était plus de gauche, et qui avait un premier ministre, Jacques Chirac, qui était donc de droite. Donc ce serait pas du tout la première fois dans l'histoire qu'une chose pareille arrive. Donc, après, on peut se demander qu'est-ce qui va se passer, parce que la gauche et le centre semblent vouloir faire barrage au Rassemblement national. C'est le mot d'ordre qui se transmet constamment. Donc, faire barrage au RN, ça revient constamment. Et il y en a même qui en appellent à former un gouvernement de gauche et de centre, qui serait ensemble pour éviter que le RN gouverne le pays. Après, moi, je doute que ce genre de coalition puisse arriver, parce que, il y a beaucoup de gens de centre qui veulent rien savoir de partis comme la France insoumise ou de partis comme ceux-là. Donc, je pense pas que ce genre de choses-là pourrait arriver, même si c'est une idée qui se formule. Ce qu'on constate, c'est que du camp de la gauche, on assimile très rapidement le Rassemblement national au fascisme, l'extrême droite à la dictature. J'ai vu des gens notamment dire quand l'extrême droite prend le pouvoir, elle ne le quitte plus. Et donc... Ouais, parce que... Puis ça m'intéresse toujours, parce que... Je veux dire, taxer ses opposants à l'extrême droite, c'est rendu, ou d'extrême gauche, peu importe, c'est rendu une tactique tellement commune qu'on dirait que c'est un terme qui perd de son sens. Pourtant, on continue même dans les commentariats français, en France elle-même, à parler d'un parti d'extrême droite quand on parle du Rassemblement national. Tu trouves que c'est surtaxé, ce parti-là? Moi, je trouve que c'est vraiment excessif. Puis d'ailleurs, je remarquerais que ce n'est pas... Quand le RN perd, c'est-à-dire
toujours depuis son histoire. Oui, oui, absolument. Eh bien, il accepte les résultats des élections et il va simplement jouer le jeu politique. Alors que du côté de la gauche, plus les années passent et plus on est dans une logique de refus des résultats s'ils ne correspondent pas à la volonté de la gauche. À moins que ce soit des personnalités considérées comme plus acceptables comme le centre, mais c'est-à-dire que de plus en plus on voit des leaders de gauche qui disent regardez, s'il faut que ce soit le RN qui arrive au pouvoir, on va contester dans les rues, puis on va refuser le vote, alors que c'est quand même la décision démocratique. Ouais. Donc moi je pense que ça va un peu trop loin cette idée que c'est de l'extrême droite. Moi je l'ai déjà expliqué ici en ondes, l'extrême droite ça voudrait dire carrément le culte de l'armée, ce serait le portrait de Marine Le Pen partout. Donc on est vraiment loin de là. Ouais. Évidemment on peut comprendre que certaines mesures peuvent se faire réagir. Je pense notamment au fait que ce qu'on appelle les binationaux ne puisse pas avoir de certains postes, comme le poste de ministre. Donc un binational, c'est par exemple quelqu'un qui serait franco-marocain, qui aurait les deux nationalités, ou par exemple qui serait français et russe, il pourrait pas être ministre. Donc c'est une idée du Rassemblement national qui fait notamment beaucoup jaser. D'ailleurs, moi je remarquerais, j'ai lu un excellent article dans le Figaro de Pierre Vermeyran, qui est historien français, et qui expliquait que ce qu'on vit actuellement, c'est un peu, il disait 1981 inversé. Donc qu'est-ce qui s'était passé en 1981? C'est François Mitterrand qui est arrivé au pouvoir, qui est devenu président. Et donc, ça faisait longtemps que c'était la droite qui était là, au pouvoir. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on était avec Charles de Gaulle, après ça, Valéry Giscard d'Estaing, qui était comme un peu dans la continuité. Donc, c'était des politiciens qui étaient comme un peu la droite classique qui restait au pouvoir. Et donc, avec François Mitterrand, là, c'est plus la gauche, une gauche de pouvoir qui arrive et qui impose ses codes, qui impose sa stratégie. Et donc, selon Pierre Vermeyran, pendant une quarantaine d'années, c'est un peu son paradigme qui a gouverné la France. Donc, un paradigme qui est très antiraciste, ouvert d'esprit, citoyen du monde. Donc, c'était beaucoup l'idée, si on veut, de François Mitterrand qui s'est perduré au fil du temps, peu importe les premiers ministres, les présidents. Et il dit, là, on vit un peu un paradigme inversé. C'est-à-dire que là, lui, il pense que dans l'histoire de France, les cycles politiques changent à peu près aux 30-40 ans. Et donc là, on est arrivé à cette espèce de fin de cycle pour François Mitterrand, de telle sorte que l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national va créer un nouveau paradigme, peut-être pour les 30-40 prochaines années. Non pas au sens que le RN sera au pouvoir pendant 40 ans, mais au sens que ses idées s'imposeraient beaucoup pour les prochains gouvernements, pour les 30-40 prochaines années, parce qu'il dit que c'est l'histoire de France, l'histoire politique de France fonctionne à peu près de cette façon. Et de toute évidence, le RN est beaucoup moins diabolisé, du moins dans la tête des Français. Donc c'est venu comme de plus en plus normal de simplement mettre ce genre de parti-là au pouvoir. Puis on le voit d'ailleurs ailleurs en Europe, il y a plusieurs partis populistes de droite qui arrivent au pouvoir, que ce soit en Italie, que ce soit même en Grande-Bretagne, le UKIP est en augmentation et même deuxième, alors que les conservateurs sont troisième. Non, c'est un mouvement qui est international. Sincèrement, je veux dire, on peut penser à Donald Trump. Hein? C'est des mouvements excessivement populistes. Je veux dire, il y a d'excellentes chances que ce soit Pierre Poilievre qui l'emporte ici au Canada. Il y a cette vague, si on veut, beaucoup de droite. Là, je ne vais pas dire extrême droite, parce que pour moi aussi, ça va trop loin. Je pense que, encore une fois, c'est un spectre. Il n'y a pas juste droite, centre, droite, extrême droite. Il y a centre, droite, plus à droite, encore plus à droite, puis éventuellement, tu atteins l'extrême droite. Je veux dire, le Rassemblement national est très à droite. D'extrême droite, je pense pas non plus. Mais après ça, c'est un mouvement qui est international, puis on le voit surtout en mouvement de ressac. Hein? Quand tu tires trop la couverte d'un côté, habituellement, le retour du balancier est assez brutal. Puis de ce côté-là, on a eu des gouvernements, que ce soit le gouvernement de Justin Trudeau ici, que ce soit des gouvernements américains, que ce soit des gouvernements français, qui ont été beaucoup plus à gauche pendant longtemps, comme tu le dis, mais qui ont négligé pendant longtemps des préoccupations qui sont importantes pour le peuple, c'est-à-dire le pouvoir d'achat, les inquiétudes par rapport à l'immigration, tout ça qui a été balayé d'un revers de la main en disant non, on parle pas de ça, on a autre chose à faire, on a d'autres chats à fouetter, faut voir large, faut voir international. Mais éventuellement, le mouvement de ressac, c'est là qu'on le voit, puis un peu partout, là, pas juste au Canada.
Eh bien, je suis entièrement d'accord avec toi concernant justement le pouvoir d'achat et l'immigration. Je pense que c'est ça qui est au cœur des priorités des gens. Notamment en France, on parle depuis longtemps de la France périphérique. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est qu'on dit que la France est scindée en deux, entre les grandes villes, les habitants des grandes villes, et ceux qui habitent en périphérie. En région, mettons. Oui, c'est ça. Ici, c'est Québec, ce qu'on on dirait en région. C'est ça, ouais. au Québec, on dirait en région pour faire la comparaison. Absolument, absolument, très bien vu. Et parce que quand on le voit dans le vote depuis des années, les grandes villes, c'est fou, il y a vraiment une gradation. Par exemple, en 2017, dans les années qui suivaient, plus on était au centre et plus on votait pour Emmanuel Macron, et plus on sortait du centre et plus on votait pour le Rassemblement national. Donc, on voit que plus on envoie en périphérie et plus les gens votent à droite. Et on peut se poser la question pourquoi? Eh bien, justement, tu disais le pouvoir d'achat. Bien, justement, le prix du carburant a beaucoup monté. La mondialisation a fait qu'il y a comme eu une désindustrialisation de la France. Donc, il y a eu beaucoup de pertes d'emplois. Les agriculteurs sont extrêmement en colère en France. Malheureusement, il y a beaucoup de suicides chez les agriculteurs en France. Leurs conditions ne vont vraiment pas bien. Il y a même eu un film là-dessus. Donc, ça va vraiment mal de ce côté-là. Puis, donc, on voit que la France périphérique, c'est les perdants de la mondialisation. Alors que ceux qui ont tendance à voter Macron, ce sont les gagnants. Ce sont ceux qui vivent dans les grandes villes, qui travaillent pour de grandes entreprises, pour les banques. Donc, ce sont les gagnants qui ne voient pas les conséquences concrètes pour l'ensemble de la France de ce genre de choses-là. Autre chose, l'immigration. Ben, les gens qui voient des inquiétudes par rapport à ça, c'est parce qu'ils voient bien que le nombre a été trop important. Et donc, ça apporte toutes sortes de problèmes concernant la sécurité. Et ceux qui ont tendance à laisser de côté cet enjeu-là, c'est des gens qui vivent déjà dans des quartiers plus bobos, ont des quartiers qui sont déjà sécurisés, alors que les gens de la France périphérique voient très bien qu'il y a des problèmes considérables, non pas en raison de l'ensemble des immigrants, mais en raison d'une partie qui est arrivée, puis qui peut apporter toutes sortes de radicalisation, l'islamisme, comme on en a déjà parlé. Et donc, cette France-là constate qu'il y a vraiment un gros problème avec une certaine partie de l'immigration et cherche tout simplement à contenir. Après, on peut critiquer la manière de faire les choses. Oui, absolument. Puis c'est important de le faire. C'est ça qui est important. Ça va pas être toutes les mesures de tous ces partis qui sont élus en termes de migration qui sont souhaitables ni même acceptables dans certains cas. Puis on va pas les défendre au cas par cas. Mais le fait de s'inquiéter, juste le principe de base, s'inquiéter parce que l'immigration est trop importante, c'est pas raciste en soi. Puis malheureusement, c'est une taxation qu'on a lancée. Puis qu'est-ce qui arrive? Chaque fois que le Parti québécois, par exemple, ou chaque fois que la Coalition Avenir Québec a essayé de parler d'immigration, il y a des partis au Québec qui sont comme « Vous êtes des racistes, c'est épouvantable! » Je veux dire, est-ce que François Legault est habile en disant que 100% de la crise du logement est liée avec l'immigration? Non. Ça, c'est épais, justement. Puis c'est venir, je m'excuse du terme, là, mais ça, c'est venir, justement, jouer dans le jeu de ces gens-là en prouvant que tu sonnes intolérant. Là. C'est exactement ce que tu viens de faire. Mais le fait de s'inquiéter pour l'immigration, en soi, c'est pas raciste, là. C'est important de se préoccuper de tous les enjeux qui touchent notre société, là. Tout à fait. C'est que là, il y a encore un dogme qui est très puissant pour dire soit on maintient les seuils ou on les augmente toujours plus. Sinon, on n'est pas accueillant, on est refermé sur nous-mêmes. Mais regardez, si on regarde concrètement les chiffres, on voit que ça a explosé dans les dernières années. Là, je parle au Québec, mais même en France, il y a beaucoup d'immigration illégale qui est notamment passée par la Méditerranée. Et puis on le voit, il y a malheureusement beaucoup de chômage, il n'y a pas eu une insertion professionnelle qui a vraiment réussi. Donc il y a plein de quartiers comme ça en France où on voit plein de chômeurs qui font rien de leur journée. Et donc ça, c'est un fardeau fiscal. Puis aussi, c'est pas pour les nouveaux arrivants eux-mêmes, c'est pas incroyable pour s'intégrer. Après, moi, ce qui m'intéresse aussi dans l'élection française qu'on vient de voir et qui n'est pas terminée, c'est de regarder qu'est-ce qui s'est passé avec le parti Reconquête. Donc, Reconquête, c'est encore plus à droite que le Rassemblement national. Ouais. Et donc, c'est le parti d'Éric Zemmour, donc une personnalité qui fait beaucoup jaser en France depuis comme une vingtaine d'années. Et là, qu'est-ce qui s'est passé au lendemain des européennes, dans les simples jours qui ont suivi, même 48 heures? Eh bien, la grande leader de Reconquête, qui est comme la passionnariat, la dame charismatique, c'était Marion Maréchal. Donc, Marion Maréchal, qui est la nièce de Marine Le Pen, d'ailleurs, et qui a annoncé qu'elle ne voulait pas que le parti Reconquête présente des candidats contre le Rassemblement national. Donc, qui est un parti qui est plus proche idéologiquement. Et elle a dit ça en compagnie de 3 autres députés du Parti Reconquête, qui venaient tout juste d'élire 5 députés à la Chambre européenne. Donc, sur les 4 députés sur 5 de Reconquête venaient tout juste de se faire élire. Donc, seulement 48 heures après, ils ont fait une grande annonce pour dire, regardez, là, nous, on veut pas présenter des candidats contre le Rassemblement national parce qu'on veut l'union des droites. Donc, c'est une vieille idée qui circule en France depuis plus de 25 ans.
Et Éric Zemmour, donc, n'avait pas approuvé cette idée. Il n'y avait pas eu de discussion au préalable avant ça. Donc, il a décidé d'exclure ces 4 députés-là. Donc, il lui reste seulement Sarah Knafou. Donc, il lui reste seulement une députée. Et il y avait une lettre qui circulait dans les dernières semaines, une lettre anonyme sur les réseaux sociaux, qui expliquait, parce qu'il y a tout un conflit entre Marion Maréchal et Éric Zemmour, parce que maintenant Marion Maréchal appuie la coalition entre le Rassemblement national et les Républicains. Ouais. Et Éric Zemmour disait, Marion Maréchal m'a trahi, en plus elle m'a fait perdre des voix. Mais ce qu'on constate, c'est que cette lettre anonyme qui a fait beaucoup réagir et qui me semble très crédible, c'est que ça disait que Éric Zemmour dit sur tous les plateaux que Marion Maréchal lui a fait perdre des voix. Mais ça, c'est une rhétorique qui me semble très fausse. Pourquoi? Parce qu'il dit, moi, à la présidentielle en 2022, j'ai fait tel nombre de voix, plusieurs millions, et avec Marion Maréchal, le parti a baissé de plus d'1 million. Cela dit, ce qu'il ne dit pas, c'est que le taux de participation aux européennes est bien plus bas qu'à la présidentielle. Ouais. Donc, il ne faut pas regarder en nombre absolu, il faut regarder le pourcentage. Et ce qu'il faut savoir, c'est que même si le RN montait aux européennes, le parti Reconquête restait quand même au même pourcentage, même si c'est la même clientèle, ou du moins c'est le même électorat. Donc, je pense au contraire que Marion Maréchal avait réussi à sauver le parti malgré la montée du Rassemblement national. D'autant plus que c'est une femme qui est très charismatique et qui dégage une image beaucoup plus modérée qu'Éric Zemmour. Éric Zemmour, c'est un homme qui est très intellectuel et qui aime les formules coup de poing, qui aime y aller un peu fort de café. Alors que Marion Maréchal, c'est une femme qui est plus mesurée, qui est plus rationnelle, si on veut. Et je pense que c'est une dame qui est beaucoup plus appréciée. Et je pense qu'Éric Zemmour a eu peur que Marion Maréchal récupère le parti et finisse par le tasser, si on veut. Donc, qu'elle finisse carrément par dire, par un peu le laisser de côté, puis prendre la direction du parti Reconquête. Donc, lui, c'est comme s'il a fait exprès de lui mettre des bâtons dans les roues pendant la campagne, du moins selon la lettre anonyme qui circule. Et elle, elle a fini par se fatiguer de ça, puis quand elle a voulu négocier une alliance avec le Rassemblement national, ça n'a pas marché. Donc, elle a dit, à cause d'Éric Zemmour, donc elle a dit, moi, je pars, tout simplement. Ouais, écoute, c'est un parti qui s'entre-déchire, puis M. Zemmour, lui, là, par rapport au nombre de votes, il n'y en est pas à ses premiers mensonges, quand même, dit en public. Donc, rien de surprenant là-dedans, mais toujours fascinant de voir ce qui se passe en France. Je rappelle, c'est dimanche prochain que ça se règle, le 2e tour. On va voir un portrait pas mal plus global de ce qui se passe et on en reparlera assurément. Absolument. Philippe Lorange, merci. Merci.